Hommes, femmes, et puis je vous disais, ils venaient par centaines. Hein. Ils m'ont posé le couteau sur ma bosse. Ils m'ont dit, maintenant c'est terminé, va à ma maison. J'ai dit, Dieu est grand, je suis fait pour mourir. C'est les hommes qui mourent. J'ai dit comme ça au gars, il m'a dit, chapeau, vous avez du courage. Et là, il a retiré son couteau et l'a mis dans sa poche. Il est parti. Il est parti. Même si on n'est pas bien, on est content d'arriver ici sans mourir. On a peur de mourir. On est content qu'on est arrivé en France. C'est une guerre qui n'a servi à rien. Au contraire, c'est une guerre qui a fait un déchirement entre deux peuples. Ce qu'on appelle les deux peuples, c'est-à-dire le peuple algérien, le peuple harki et les pieds noirs. Pour moi, les harkis et les pieds noirs, c'est un peuple. Et l'autre peuple, c'est les Algériens. Et on a fait un déchirement entre ces deux peuples. Pour soulager ses combattants sur le point d'être vaincus sur son sol et faire prendre conscience à l'opinion française que la guerre d'Algérie la concernait, le FLN va, après d'âpres débats au sein de sa puissante fédération de France, décider en août 1958 de lancer une véritable offensive militaire sur l'ensemble du territoire métropolitain. Première victime, les gardiens de la paix abattus en pleine rue ou à la porte même des commissariats. C'est ici, sur ce pont, qu'a eu lieu une des premières fusillades entre les services de police et le FLN. Il y avait donc une traction au cours de la nuit, il y avait donc une traction en stationnement. Et quand les fonctionnaires de police sont arrivés, ils utilisaient une voiture, c'était l'une des premières voitures qui, au moment où ils ont voulu la contrôler, les occupants de la traction ont ouvert le feu, et à la suite de cette fusillade, il y a eu un mort. En fait, les actions terroristes en métropole avaient commencé dès 1957. C'est une guerre sans pitié qui a opposé nationalistes modérés aux radicaux du FLN. Le côté guerre civile, oui, nous le ressentions parce que nous revions pas mal de morts, et de morts assassinés quand même dans des circonstances un peu exceptionnelles, soit par arme, mais aussi on a trouvé des morts qui avaient été égorgés, qu'on retrouvait ficelés dans les couvertures. On ne voyait pas tellement sous la forme de l'attentat ou du terrorisme, on voyait plus tard sous la forme de quelque chose qui était différent de ce qui s'était passé. On était un peu troublé parce que ce n'était plus de l'assassinat normal, c'était plus du meurtre, c'était tout à fait autre chose. Ce sens, c'est qu'on était un peu dépassé. Hein. En 1958, les 400 000 Algériens vivant en France sont tombés sous l'emprise du FLN. Tous étaient soumis à l'impôt révolutionnaire sous peine de mort. Confronté à une situation d'exception que la police ne peut gérer, le gouvernement de Michel Debré va décider d'importer les méthodes qui semblaient réussir en Algérie. Il va confier à des unités de harkis le contrôle de la population musulmane de Paris. Ce faisant, l'État va prendre le risque de sortir du cadre de la loi. Les moyens de combattre l'organisation de France et le FLN étaient totalement inadaptés. Puisque en France, on n'était pas en guerre, et que la police parisienne, comme son nom l'indique, est composée de gardiens de la paix, qui sont pas tellement faits pour faire la guerre. Autrement dit, on était complètement déconnecté du problème. En devenant officier adjoint de la force des polices auxiliaires, à peine sorti de Saint-Cyr, le lieutenant Pierre de Roujoux va passer de l'armée de tradition à la série noire. Une nouvelle bataille mortelle s'engage, où tous les coups, dans les deux camps, sont permis pour la conquête des Algériens de la capitale. Quelles étaient les raisons de la formation de cette unité? C'est ça qui me paraît aussi important à souligner. En fait, il y en avait trois. On voulait attaquer sur son terrain la puissante fédération de France du FLN, que l'on considérait comme une pompe à finances déterminante pour la rébellion. On voulait démontrer qu'il existait de jeunes Français musulmans volontaires pour s'engager contre le FLN. Et on voulait, aspect qui se rapproche plus des dadas des militaires, promouvoir des cadres musulmans. On voulait donc montrer ce caractère de, comment dirais-je, de renouveau, de nouveauté, et que l'Algérie, qui vivait un drame épouvantable, pouvait former des cadres, et que ces cadres pouvaient aussi être formés par la France, et non pas seulement par la rébellion. Mais, pour des raisons politiques, il paraissait impensable que l'on admette devant la population française et parisienne en particulier, que l'armée venait faire la guerre dans Paris. Ça aurait été atroce. Et
on nous a prié de bien vouloir les habiller de la couleur de la police municipale. Les premiers effectifs de la force de police auxiliaire, FPA, sont arrivés à Paris en Noël 58. Ils ont été commandés par le capitaine à l'époque Montaner, avec un officier adjoint qui était moi, et c'était une unité peu considérable. Elle a compté de 250 à la création à 400 hommes, à plein effectif en 59. Le capitaine Montaner et moi-même, nous appartenions au cabinet du préfet. À l'époque, M. Papon. Précédemment super-préfet de la région de Constantine, Maurice Papon, qui va devenir un des hauts fonctionnaires les plus contestés de la République, va mener à Paris, sans contrôle judiciaire, sa propre bataille d'Alger. Notre importation a déclenché des actions de caractère militaire, puisque nous avons été attaqués dans les postes de la Goutte d'Or puis dans le 13e arrondissement, je ne sais pas moi, 30 fois, hein, par des types, par deux ou trois voitures, montées chacune par 3 ou 4 types, conduits chacun 3 ou 4, enfin, genre Chicago. Et, hein. Alors ça durait quelquefois 20 minutes, quoi. Hein. Et effectivement, bon, j'ai cassé le coup de revolver, je ne sais pas, beaucoup de vitrines dans le 18e arrondissement. Ce qui paraissait un peu anachronique. Je me rappelle, comme on en avait assez de se faire fringuer régulièrement, la rue de la Goutte d'Or étant à sens unique, j'avais fini personnellement par mettre un poteau de sens unique à chaque bout de la rue. Ce qui pendant un certain temps a évité d'avoir évidemment des véhicules. Le commissaire du quartier, de la police normale, s'est aperçu de la chose. Il nous a demandé si on se prenait pour chéri. Au cours d'une des explications avec des éléments armés du FLN, il y a une patrouille de gendarmes, c'est des gendarmes mobiles aussi dans le coin, quand on entend sur toute la ministère qui se promenait. Et nous étions en train de nous tirer dessus gentiment avec ces gens. Les gendarmes sont arrivés par le bas de la route de la Goutte d'Or. Ils m'ont pris, moi, qui étais accroupi derrière une traction avant, probablement pour un gars du FLN, parce que c'était pas tellement facile à identifier, et j'ai été blessé glorieusement, ce que l'armée a bien voulu homologuer comme une blessure de guerre, par une balle qui, à mon avis, a très certainement été tirée par un gendarme, vu le calibre. Alors nous sommes donc rue de Chartres. À l'origine, il y avait énormément de maisons de passe. Aujourd'hui, vous voyez, la rue est vide. Mais à l'époque, le samedi principalement, il y avait de grandes queues, d'énormes queues devant les hôtels de passe. Les gens attendaient leur tour. Je peux vous dire qu'à l'époque, la passe se montait à 5 francs. L'argent se répartissait en 3 parts, entre les proxénètes, l'hôtelier et puis la part de celui qui venait récolter l'argent pour le FLN. Pour la police, on dit toujours qu'il y avait une petite somme de 20 centimes qui permettait de payer le couscous, mais enfin ça c'est un peu de l'histoire. Le moyen, enfin l'organisation, la méticulosité de l'organisation de la pompe Afrique était extraordinaire. Avec 3 degrés de répression en cas de refus, 1, l'avertissement sévère, 2, ce qu'on appelle le tabassage, c'est-à-dire une bonne raclée, et 3, l'exécution. C'est-à-dire des moyens de conviction qui sont assez percutants. Rien que pour l'année 1958, l'impôt révolutionnaire rapportera au FLN 6 milliards d'anciens francs. Nous avons obtenu des succès, si tant est qu'il s'agisse de succès, assez extraordinaires dans l'infiltration de l'appareil FLN. Ce qu'on ne pouvait faire évidemment qu'avec des musulmans. Et l'idée de départ, je répète, j'ai pas 50, mais il y en a eu un. Nous avons un de ces agents infiltrés qui ont atteint le niveau de chef de zone FLN, et c'est à la suite de ce résultat que nous avons pu, en partie, obtenir des résultats sur le terrain assez spectaculaires de l'année 61, puisque nous avons quand même récupéré dans Paris, je crois, 650 armes automatiques, des dizaines, peut-être des centaines de kilos d'explosifs, de grenades, etc., dont tout le monde
ignoraient jusqu'à l'existence et dont certains prétendaient qu'elle n'existait pas. Casernés au fort de Noisy-le-Sec, les harkis de Paris seront implantés à partir d'avril 1959, essentiellement dans le 13e et le 18e arrondissement, deux fiefs jusque-là du FLN. Installés dans des hôtels réquisitionnés, comme au 28 rue de la Goutte d'Or, ils vont infiltrer l'organisation tout en quadrillant à leur tour les quartiers. Comme en Algérie, la conquête des habitants passe par la recherche à tout prix du renseignement, et comme en Algérie, les officiers vont se trouver rapidement pris au piège de la guerre révolutionnaire. Vous ne pouvez interroger utilement quelqu'un dans ce genre de situation que si vous en connaissez, je dirais presque autant que lui, sur ce que vous lui demandez. Autrement dit, il faut lui permettre de meubler des cases. Il faut lui donner l'impression qu'il est dans un système qui prend l'eau. Il faut lui donner l'impression, vu la situation particulière, qu'on est capable d'assurer sa sécurité s'il nous lâche le morceau, ce qui n'était pas du tout évident. Et je souligne, et 30 et quelques ans après, je redis, qu'une très grande proportion, sinon forte majorité, de la population musulmane en France subissait de façon horrible le FLN. Et je crois qu'il faut peut-être mettre le pied dans le plat de cet égard. Hein. Il faudrait trouver des éléments de calcul. Moi, je pense que le FLN a tué ou blessé de 1,5 à 3% de la population totale algérienne. En France. Pour prouver malgré tout sa force et réagir à l'intensification de la répression, le FLN va faire déferler, le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d'Algériens dans les rues de Paris. Débordés par l'ampleur d'une manifestation que les responsables du maintien de l'ordre ont considérée comme un acte de guerre, la police parisienne, et en particulier ses brigades spéciales, dont ne faisaient pas partie les harkis, va se livrer, en certains quartiers, à de véritables ratonnades. Bien qu'elle ait laissé indifférente la population de la capitale, ce qu'on a appelé depuis la bataille de Paris, ajouté aux accusations de sévices à l'encontre des militants du FLN, publiées par la presse, vont faire prendre conscience à l'opinion publique métropolitaine de l'horreur d'une guerre restée jusqu'ici plutôt abstraite et lointaine. Ces informations et ces accusations, de plus en plus nombreuses, vont aussi renforcer l'action des réseaux de soutien, en particulier celle du collectif d'avocats qui va s'élever contre une justice d'exception et les abus qui l'accompagnent. Les avocats qui ont été armés à défendre beaucoup de ces gens, ces membres du FLN qui ont été ensuite emprisonnés, ils ont des monceaux de lettres de gens disant qu'ils ont été torturés, passés à l'eau, au supplice de l'eau, on a même mais on peut dans la nuque, etc. Enfin, bon, on peut dans ce genre de circonstances en particulier dire tout ce qu'on veut. Je dirais même que c'est plus un trépied, ce sera un quadripied dans ce genre de bagarre dite guerre plus ou moins révolutionnaire. Il y a un autre objectif qui est à tout prix de déconsidérer l'adversaire, par tout moyen. Quand la commission Pastin, dite de Socard, a été saisie, il y a eu quand même quelques cas précis de gens du FLN, militants, de gens responsables, peu importe, qui ont fait constater par des médecins qu'ils avaient été l'objet de sévices graves. Ah oui, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, ce genre de sujet, je n'ai rien à répondre, je ne me sens pas concerné. Deuxièmement, alors sur un plan plus éthique, j'aurais tendance à demander à ce collectif pourquoi est-ce qu'il ne s'est jamais intéressé aux souffrances des musulmans
molestés ou assassinés par le FLN. À la limite, quand on a une vocation humanitaire, on peut s'intéresser à toutes les formes de victimes d'un même combat. Moi, je pense que des aveux, si tant est qu'on en obtienne, obtenus sous une contrainte, je dirais inhumaine, et je pèse mes mots, sont totalement inefficaces. Et donc vous estimez que... J'estime en plus, bien que je ne sois pas un grand moraliste ni un grand chrétien, que dans la vie il faut être cohérent avec soi-même, il ne faut pas faire le contraire de ce qu'on veut faire. Le but dans cette affaire n'était pas de faire parler M. Schuman, mais le but était d'essayer de remonter une situation catastrophique auprès d'une catégorie à l'époque de Français qui étaient les musulmans implantés en France. Et l'idée de fond, qui est effectivement une forme de guerre, était, je le mets volontiers, de faire perdre la face à l'organisation du FLN, qui se considérait en situation totalement conquise, et donc bien, si j'ose dire, un État dans l'État, en France. Personne ne peut à froid, vous entendez, préjuger, ni juger d'un comportement, d'une situation exceptionnelle. On ne sait pas tellement les histoires de méthodes de torture, de ce qu'on veut, qu'on nous vague. Moi, ce qui me paraît la question de la question, c'est quand même de mouiller, c'est bien le terme, corps et âme des gens, de par votre charme personnel ou votre talent de conviction, hein, pour les coller dans une situation totalement inextricable. Ça me paraît moralement quelque chose de grave. Tandis qu'à Paris, le bilan de la force de police auxiliaire est impressionnant, mais au prix de lourdes pertes, un tiers de l'effectif tué ou blessé, en Algérie, les harkis contribuent largement à l'anéantissement des dernières katibas du FLN. Cette année 1961 sera l'année de tous les paradoxes, où tout va basculer. Vaincu militairement, le FLN est sur le point de gagner politiquement. Incomprise, l'action du général de Gaulle a dressé contre lui une partie de l'armée et les pieds noirs. Le putsch des généraux, les actions terroristes de l'OAS, les extrémistes de l'Algérie française, qui vont tenter de rallier les harkis, vont ruiner tout espoir de réconciliation entre les communautés et précipiter l'indépendance algérienne qui sera signée en juillet 1962. Les harkis seront les premières victimes d'une paix bâclée qui ne ménagea pas les transitions nécessaires à leur protection. Il faut remonter, si vous voulez, à l'été 61, où le comité des affaires algériennes, présidé par le général de Gaulle, a décidé de réduire l'effectif des supplétifs. Et bon, à l'époque, il y avait un peu plus de 60 000 harkis, et la décision était de les ramener à 45 000 à la fin de l'année 61. Ces gens-là étaient, je pense, ils étaient surtout attentistes. Hein. Ils espéraient la paix, ils demandaient la paix à tout prix. À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. Alors les accords d'Évian, par exemple, ont reposé sur une fiction hypocrite. Je fais grâce à quelques-uns des négociateurs de croire qu'ils ont pensé que ces accords étaient applicables. D'abord, ils étaient signés par des interlocuteurs dont on pouvait penser qu'ils ne seraient pas reconnus par le futur gouvernement algérien. Mais De Gaulle a hâté, on le sait maintenant, les négociations, notamment lorsqu'elles ont buté sur le Sahara,
parce qu'il voulait vraiment en finir. À partir du moment où il avait admis que l'Algérie devait accéder à l'indépendance, il fallait en finir et vite. L'idée des négociateurs à l'époque, c'était d'obtenir que les musulmans favorables à la France puissent conserver la double nationalité. Bon, et ça n'a jamais été accepté par le FLN, qui a accepté quand même en décembre 61 aux rencontres de Bâle d'inscrire dans le traité de cessez-le-feu, dans l'accord de cessez-le-feu, qu'il n'y aurait pas de représailles. On a pensé qu'une partie des Européens pouvaient vivre là-bas, ce qui était déjà une fiction, que les Harkis ne subiraient pas la vengeance, ce qui était une deuxième fiction, plus dramatique celle-là, parce qu'ils ont subi plus gravement les conséquences. Et puis on n'a pas voulu ramener ces Harkis en masse, parce que c'était la preuve vivante, si j'ose dire, que cette totalité du peuple algérien favorable à l'indépendance, c'était nier que la totalité du peuple algérien fut favorable à l'indépendance, ce qui justifiait la décision de De Gaulle. Je crois que le malheur qui est arrivé pour les Harkis, c'est le jour qu'ils ont vu l'indépendance arriver, quoi. Et là, peut-être qu'ils commencent à se poser des questions, mais c'est déjà trop tard. On sentait qu'il y avait quelque chose qui changeait, les types étaient plus tendus, ils étaient moins chaleureux, il n'y avait plus ces moments de joie entre eux. Parce que les commandos, ils ont continué jusqu'au mois d'avril, ils étaient toujours là, ils étaient armés. Ils ne croyaient pas encore vraiment à l'indépendance, hein. Mais on sentait quand même que les choses étaient devenues sérieuses. Les lieutenants qui étaient avec nous de l'époque, de l'OPOS, je connais son nom. Et il nous a dit maintenant, c'est terminer la guerre entre nous et l'armée algérienne. L'accord entre l'armée française et l'armée algérienne, personne tire sur l'autre. C'est fini. Quant à vous, vous avez deux choix. À partir avec l'armée française, on ne vous quitte pas, on ne vous donne pas, on ne vous laisse pas sur place. Incorporé dans l'armée française. Oui. Et vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité. La première solution, c'était de s'engager dans l'armée française. Hein. La deuxième solution, c'était de regagner leur village avec une prime de recasement et il y avait deux primes possibles, mais enfin qui n'étaient pas très élevées. Et la troisième solution, c'était de prendre un engagement de 6 mois comme personnel civil des armées. Hein. C'est une solution d'attente en fait. Dès le départ, on a admis donc que les Harkis puissent être rapatriés en France, mais on a estimé qu'ils auraient beaucoup de mal à s'adapter. Ils faisaient partie de l'armée française et étaient chargés d'assurer la sécurité d'État. Que vont-ils devenir maintenant? C'est la question qu'ils posent à leur lieutenant, et à laquelle ce dernier ne sait pas encore répondre, d'où son trouble. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rien. Suivre l'armée, jusqu'à ce qu'ils me disent de la quitter. Et alors, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Je sais pas. Une fois que je serai entre les mains des nouveaux concurrents, je sais pas. Ça, c'est à eux de décider. Est-ce que vous croyez que votre vie sera en danger à ce moment-là? Oh, ma vie. Oui. Parce que j'ai servi les drapeaux. Je travaille sous les drapeaux français. Hein. Et vous croyez que ça sera suffisant pour que vous soyez en danger? Si vous n'êtes plus dans l'armée française, si vous vivez normalement, enfin... Oui, je sais, enfin, une fois que je serai dans le civil, si l'armée m'abandonne, je serai obligé de chercher un boulot. Alors ce qu'il faut dire, c'est que à ce moment-là, il y avait une alliance de fait entre le gouvernement, le commandement et le FLN pour persuader les gens qu'il fallait qu'ils restent en Algérie. Et là, ce qui est très caractéristique en particulier, c'est l'attitude du FLN. On a retrouvé
une directive qui doit être du début avril de 62 qui dit ne touchez pas aux harkis tant que l'armée française est là et tant que l'indépendance n'est pas acquise, on s'occupera des harkis après l'indépendance. Ce qui vous tracasse le plus, c'est le fait de ne plus avoir de boulot ou le fait que peut-être vous risquez d'être embêté après parce que vous avez été dans l'armée française? Les deux. Je comprends si on échappe au FLN, eh ben, sûrement on ne trouvera pas de boulot. Et si on sort, eh ben, automatiquement, les FLN, eh ben, on aura des comptes à régler, quoi. Enfin, des comptes à rendre, plutôt. Ça vous inquiète, ça? Oui, ça nous inquiète, bien sûr. Bien sûr, ça nous inquiète. Et vous croyez qu'il y aura obligatoirement des comptes à régler après? Ça, je suis pas leur chef, moi. Je suis pas leur chef. Mais enfin, l'armée française va rester ici encore pendant 3 ans, quand même. On espère. Oui, on espère. J'ai entendu parler, moi. On restera pendant 3 ans. Oui. Il n'y aura rien changé, alors. Il y a une chose de changer, c'est le cessez-le-feu. Mais en quoi ça consiste le cessez-le-feu? Ça consiste en l'arrêt des combats, c'est-à-dire qu'on ne se bat plus avec le FLN et avec la LN. Et une fois qu'il n'y aura plus de combat, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces harkis, là, de tous ces mogadis, c'est ça? Et en même temps, il y a eu ces directives de M. Jox du 12 mai, appuyées immédiatement par une lettre du colonel Buisse, disant qu'il s'opposait à tout rapatriement individuel, à toute initiative, parce que certains officiers avaient pris l'initiative de rapatrier l'argent. Il s'écoule entre les massacres qui commencent vers probablement le 12 ou le 15, il s'écoule une dizaine de jours avant qu'on soit renseigné, parce qu'il faut bien voir qu'à ce moment-là, le dispositif militaire avait été complètement resserré, hein, alors qu'en 1961, on avait encore sur le terrain, on tenait encore 5000 points sur le terrain. En juillet 62, on n'en tenait plus que 400, et puis ça continuait. On évacuait à tour de bras. Tandis que Ben Khedda, président du gouvernement provisoire de la République algérienne, fait son entrée à Alger, ce qui reste de l'armée française va s'enfermer sur ordre dans ses casernes et abandonner les harkis à leur sort. Rares seront les officiers qui prendront sur eux de désobéir. On a assisté à des choses très graves, en effet, où dans les Borges, par exemple, les officiers ont eu pour instruction d'enlever des râteliers, des fusils, ont évacué de nuit, abandonnant leurs hommes. Certains officiers ont pris sur eux de déguiser les supplétifs en soldats de l'armée régulière qui, elle, était rapatriée. Il y a des scènes épouvantables qui sont très connues, où sur des barges, des harkis embarqués ont été redébarqués sur ordre et massacrés sur les quais en présence des officiers. Alors, ça n'a pas été immédiat. Il y a eu une période, il y a eu la fameuse fusillade d'Oran, on dit que 4000 Européens ont été massacrés par des éléments dits incontrôlés. C'est le capitaine Khalif qui est sorti avec le lieutenant tirailleur, voyant des Européens emmenés dans des camions de la LN ou d'incontrôlés, en tout cas de la LN, qui est sorti avec ses soldats pour les protéger, avec ce fort régiment de tirailleurs précisément. Là encore, à la veille de l'indépendance, un lieutenant musulman, maintenant il est capitaine mais il était lieutenant, Khalif à ce moment-là, sort avec ses soldats, délivre des Européens et est sanctionné parce que le général Katz, qui commandait à Oran, avait donné des consignes à l'armée de rester dans ses casernes alors que la LN arrivait à Oran. Alors la LN a repris les choses en main, mais il y a eu entre-temps plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de victimes. Je pense que les premiers dirigeants de gouvernement algérien, tels que Ferhat Abès, etc., les premiers, ont menti au peuple
en disant que le passé c'est du passé, il n'y aura plus rien. Je veux dire, il n'y aura pas de représailles et que tout ira pour le mieux. Nous allons reconstruire l'Algérie. Et c'est pour ça que l'ARCA se retrouvait à, si vous voulez, enlever leurs vêtements et puis se retrouver civils. Et c'est comme ça qu'il y a eu le massacre. Croyant aux promesses du FLN qui leur garantissaient une autre paix des braves, les harkis vont pour la plupart choisir de regagner leur village. Mais à peine rentrés, les règlements de compte vont commencer. Comme pendant l'épuration en France, ce sont les résistants de la dernière heure qui seront les plus acharnés. Ça s'est commencé par de la chanson. De la chanson, si vous voulez, aussi bien dans la rue, en ville, partout, le rejet d'anarchie, etc. En chanson, ça a commencé comme ça. Et ensuite, c'était des représailles par des cailloux qui allaient jeter les enfants sur des toits de maison, etc. Ensuite, c'était des provocations verbales. On savait, à l'époque, c'était une provocation. Puisqu'on répond à ces gamins, de dire qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites ça, ou on se perd. Ce qu'on a fait. Quand on a rencontré le chef, on lui a dit c'est pas juste que ces gamins-là, ces gens-là qui viennent nous balancer des cailloux sur nos tuiles, sur nos gamins nous-mêmes et tout ça. Et c'était le premier mot à répondre, il a dit c'est bien fait pour vos gars. C'est bien fait pour ce que vous avez fait. Les hommes, il fallait qu'ils fuient, sinon ils venaient les chercher par la main et puis ils leur passaient le couteau le soir, quoi, sur la gorge. Donc les femmes, bon, elles se réunissaient en groupe pour dormir ensemble chez les voisines, chez la famille. C'était affreux. Le lieutenant Reguette, il a été présenté à plusieurs populations. Il y avait plusieurs témoignages. Et tout le monde a reconnu que c'était lui qui faisait du mal à tous les populations algériennes. Alors là, il est armé, et on l'a désarmé, et après on l'a présenté devant pas mal de harkis aussi qui étaient arrêtés avec lui. On a dit voilà votre chef et tout ça, et on va vous montrer qu'est-ce qu'il mérite. Et on a préparé un bidon de 200 litres de chaud. Et alors on l'a mis sur le feu, et on a pris Reguette comme ça, les vents, et on l'a mis dans le bidon de 200 litres. Ils l'ont bouillanté comme ça, devant tout le monde. Et cette atrocité de faire des poches dans le corps d'un être humain et puis de leur faire un grand feu et de les mettre à pieds nus à danser là-dessus, c'est inimaginable, c'est horrible, on ne peut même pas l'imaginer, alors que c'était réel, on l'a vu. Il est impossible d'établir un bilan définitif des massacres qui ont suivi les premiers mois de l'indépendance. Certaines sources, en particulier celle du Bachaga Bouelem, feront état de 150 000 victimes, toutes forces supplétives confondues. Le chiffre le plus vraisemblable, qui tient compte de l'accroissement de la population musulmane de 1954 à 1963, se situe autour de 80 000 morts. La fin du commando, c'était tragique. Ça a frappé tous ceux qui avaient connu, parce qu'en tant qu'Européens, nous avons connu ces garçons, on a été écœurés, ça nous a marqué. Alors, résultat, on a su, après que Youssef a été rapatrié, Smaïn, il y a eu deux, trois autres encore, Ada, fini au génie, et le reste, eh bien, ils ont été attrapés, les traitements au son des youyous dans les douars, les épines de cactus, bouillantés vives dans des chaudrons, enfin, on va pas épiloguer, on va pas faire une revue des horreurs. Et le reste, eh bien, sur les 400, qui étaient descendus à peu près à 250 à la fin, eh bien, il y a ceux qui ont été égorgés dans des coins, on ne sait pas leur sort, d'autres qui ont été en prison, qui ont réussi, certains à s'évader, qui ont été sauvés, parce que la Croix-Rouge internationale est arrivée inopénément dans la prison d'Oran, les a trouvés à relever leur nom. Alors cela ne pouvait pas être tué. Alors les gardiens sont passés juste avant que la Croix-Rouge internationale intervienne. Ils nous ont dit voilà, il y a des gens qui vont venir vous voir, s'ils vous demandent, vous dites que vous êtes
Voilà, des prisonniers de droit commun. Je ne savais pas que c'était des droits communs, ça veut dire que c'était des voleurs. On a dit oui. On a dit oui, d'accord, faites ça. Et finalement, quand on a vu que c'était européen, on a dit oh là, il y a quelque chose qui louche. À l'époque, on ne savait pas que c'était la Croix-Rouge internationale. Ils sont sortis de chez nous, ils ont été voir le directeur de la prison, il a dit vous me donnez la liste des prisonniers. Effectivement, ils ont trouvé le compte, 260 prisonniers, plus une femme et un enfant qui était incarcéré avec nous. Bon, après, il y en a qui ont été libérés. Il y avait des personnes âgées qui avaient un certain âge. La femme, elle était libérée. Le mineur en question était libéré. Et nous, on nous a transférés dans les casernes militaires algériens, en ce moment-là. On est devenus prisonniers politiques, si on veut. On a échappé belle parce que nous attendions pied ferme, l'armée algérienne. Ils voulaient peut-être nous massacrer ou nous tabasser plutôt. Ils nous ont rassemblés, ils nous ont commencé déjà premièrement, ils nous ont commencé bien nous insulter, nous cracher dessus. On a vu des militaires algériens avec des matraques qui se préparaient pour nous tabasser après le rapport. Et il y avait une personne qui est passée, c'était vraiment notre sauveur. Il est passé devant nous, tout d'un coup, il a dit, dis donc, vous voyez, c'est des traites, c'est des bijaristes. Il a dit, attendez, il a dit à son chauffeur, attends que je vais voir quelque chose. Il est descendu, il a dit, stop, 5 minutes, il est rentré au cercle. Il a commencé, il a dit, ces gens-là, je les connais, attendez voir. Je cherche des suspects là, si je les trouve, et après je vous dirai mon mot. Il est rentré, il a commencé à chercher, il a cherché, je crois, il cherchait après Youssef, ou après Ada, ou après Smaïn, mais il ne les a pas trouvés. Il a dit, ah ben dommage, ils ne sont pas là. Il nous a sauvé la vie, il a dit, voilà ces gens-là, c'est vrai, ils étaient de l'autre côté, mais c'est des gens, c'est des cracks. Il a dit, voyez, ces gens-là, s'ils étaient avec nous, la guerre leur a pas des recettes en Algérie. J'aurais bien pu le quitter quand il y a eu l'indépendance, et qu'il y a eu des événements, qu'il y a eu des arrestations. J'aurais pu bien faire comme beaucoup de femmes de commando qui sont parties, qui ont abandonné leur mari. Moi, j'ai pas abandonné mon mari, je l'ai suivi dans les prisons, là où il était, je l'ai suivi, et puis jusqu'à présent, on est ensemble. Quand on était quitté le village, on était à 8, on était parti à 8 comme ça. Avec nous à c'était on a pris la camionnette bâchée, la 403 bâchée, des scènes en Alger. On a passé nuit à l'Alger, la matin à la Maison Blanche, pour aller. Alors je me suis évadé le 4 janvier 1964, c'était un dimanche. Je me suis habillé en militaire algérien, casquette, ceinture, tout ça. Et je me suis fait passer pour un militaire algérien devant le chef de poste. Le chef de poste était un nouveau. Et alors je suis sorti et je suis parti. Alors je me suis présenté devant une caserne militaire française. J'ai trouvé un sergent en chef de poste. J'ai dit écoutez, voilà, je me suis évadé. Alors, ça n'est pas question, il ne voulait pas que je rentre parce que j'étais habillé militaire algérien. Il m'a dit, pour moi, vous êtes militaire algérien, vous ne rentrez pas. Alors j'ai dit, je ne peux pas faire ma charia parce que moi je me vais de l'autre côté, je viens vers vous, vous ne voulez pas me laisser rentrer, qu'est-ce que je dois faire? Je suis resté plus d'une heure devant le poste de police. Et à un moment, je voyais une voiture arriver, de chevaux. Qu'est-ce que je vois? Je vois un petit commandant qui descend de chevaux. J'étais voir le commandant, je l'ai salué, j'ai dit mon commandant, voilà, je suis un ancien commando Georges, et je me suis évadé de la prison, et je viens de rentrer chez vous, et le chef de poste, il ne veut pas me laisser rentrer. Il a dit non, si vous allez rentrer, et quand même vous allez m'expliquer après. Et là, on a entendu à moi, après ils nous ont embarqués dans un bateau, avec la Légion, avec pas mal de familles arquives qui sont venues côté Alger, tout ça, et bien on nous a embarqués vers la France, on se trouvait à Marseille. Alors mon père, il est monté donc dans un village un peu plus loin. Son frère avait une petite boutique, donc il disait je vais m'occuper à la tenir avec lui. Et puis un soir, il voit un groupe qui descend de la voiture et puis il lui emmène de pain. Il était 11h du soir parce qu'ils ouvraient très tard là-bas comme il était très chaud et tout ça. Minuit, 1h, ils étaient encore ouverts. Et il les voit rentrer avec des blouses blanches retroussées, enfin bien habillées et tout, et puis en train de se moquer de lui en lui disant tiens tu nous gardes ces deux pains-là, on viendra les chercher tout à l'heure. Bon, ce soir-là, il a eu de la chance qu'ils sont parvenus, ils ont dû être trop occupés avec d'autres. Alors, ils ont dit, il faut qu'on prépare notre coup, parce que là, ils vont nous finir. Ils cherchent à venir nous chercher, et puis il y avait des groupes qui commençaient à rôder autour de la maison. Et puis, mon oncle avait gardé, donc, ce jour-là, il sortait dehors, il revenait, et puis il disait ce qui se passait dehors et tout. Alors, mon père, il dit, de toute façon, on va sauter par la fenêtre, parce que là, ils vont s'approcher le plus près. Alors, je me souviens. Ils ont regardé à droite, à gauche, et puis ils se sont lancés vers la fenêtre.
ma mère qui se retourne, elle dit à mon père, prends cette chemise, tu vas la changer sur la route ou tu vas en avoir besoin. Et mon père il dit non, je prends rien parce que peut-être que celle-là, c'est la terre qui va la finir. Et donc ils sont partis, on n'a jamais eu de nouvelles. Pour nous, ils étaient morts parce que les gens ils disaient oui, on les a rencontrés là-bas. On a vu dans la forêt leurs affaires, ils sont enterrés, puis il y avait quelqu'un qui était là, enfin tout. Bon, nous, on a pleuré, on a hurlé, on savait qu'elle était morte, on a pensé. Puis 6 mois après, on a entendu dans la famille, ils disaient tiens, on a reçu une lettre de la France. Alors ma mère a dit quoi, une lettre de mon mari, c'est pas possible, il est mort. Mon oncle dit tu dis rien, mais je t'avoue quelque chose. C'est lui qui me l'a écrite, il est parti en France, il a eu de la chance et s'en est sorti. Et bon, ben... En définitive, sur les 210 000 supplétifs qui auront combattu à nos côtés, 20 000 seulement sont rapatriés par les autorités françaises. Quelques milliers d'autres, et souvent plusieurs années après l'indépendance, parviendront à rejoindre la métropole par leurs propres moyens. À la différence des Pieds Noirs, rien n'a vraiment été préparé pour les accueillir. Ils seront parqués dans un premier temps dans des camps forestiers, véritables réserves d'Indiens. Les harkis, ça a été, bon, comme je dis, ceux qui ont été rapatriés, il y a eu des beaux gestes quand même. Il y a eu des officiers qui se sont mis en attraction parce que les ordres du général Buis et de M. Louis Jox étaient que toute initiative personnelle était sanctionnée, c'est-à-dire que les officiers seraient punis, et les harkis étaient aussitôt embarqués dans le sens inverse, donc tombaient enfin livrés tout chaud aux mains du FLN. Ce qu'il aurait fallu, mais enfin, on écrit toujours l'histoire avec des si, c'est que le gouvernement fasse une proclamation, une déclaration solennelle en adjurant, enfin, en imposant aux Algériens de cesser toutes les exactions et en disant l'armée va aller dans le bled sauver les harkis. Voilà ce que je pense qu'il fallait faire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en face, il n'y avait personne. Depuis le 5 juillet, l'Algérie il n'y avait plus de gouvernement, elle était dans l'anarchie. Alors moi je crois qu'avec mon tempérament, si j'avais été présent en Algérie, je crois que je me serais battu pour ramener ces gars-là. Et j'y serais peut-être arrivé. Ce que ne pouvait pas faire un lieutenant. Georges, qui était un type admirable, a dû souffrir de cette affaire-là, mais moi j'étais colonel et j'étais connu. Donc j'aurais pas admis qu'on abandonne ces gens-là, tout au moins les miens. Ils étaient les soldats de la honte. Ils ont été les combattants de la honte, ils étaient gênants. Il y a eu d'autres faits comme cela dans les conflits précédents. Alors pourquoi là on aurait fait un geste de meilleure volonté? On n'a peu de jugement du général de Gaulle sur les harkis, sauf un jugement rapporté par le Bachaga Boualem, où il aurait dit dans un conseil des ministres, les harkis, ces soldats de pacotille qui montent la garde à la porte des casernes. Or, il semble qu'il n'avait pas fait la différence entre les harkis, qui étaient des troupes mobiles et opérationnelles, et les morastiques, qui eux, effectivement, étaient des troupes de garde. Tout ça, c'est des questions à poser aux politiques, c'est eux. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui téléguident l'armée, c'est pas au colonel, au commandant à dire faut faire ceci, c'est pas à lui, c'est aux hommes politiques, quoi. Et ça, je confirme, tout ce qui se passe, la responsabilité, c'est politique. Il y a des bandes de 40, 10 ans d'Indochine, 6 ans d'Algérie, on n'a pas su ce qu'on voulait, ni comment on y allait. Alors c'est eux qui doivent répondre à tout ça. Si le général de Gaulle n'était pas venu, on se demande comment tout ça serait terminé. Hein, le pouvoir politique n'aurait pas osé partir, cette guerre aurait pu traîner, ça aurait fini très mal. Alors lui, il prend ça sur le dos, il a ça sur le dos, hein, un bel héritage, faut le reconnaître. Hein. J'ai eu l'occasion de dire que sur la guerre d'Algérie, on assistait à une écriture stalino-gaulliste de l'histoire. Toute une partie de l'intelligentsia qui avait pris parti pour l'indépendance de l'Algérie en France, qui pouvait être légitime, après tout, la libération des peuples, avait besoin de faire croire que, au fond, tout le peuple algérien souhaitait l'indépendance et la souhaitait par les voies qui avaient été choisies, c'est-à-dire la révolte.
Le gaullisme qui était venu à amener dans les fourgons, il faut bien dire, de l'armée, mais afin que justement l'Algérie demeure française, a dû se débarrasser de cette idée que tout le peuple algérien n'était pas favorable à l'indépendance, parce qu'il fallait bien justifier qu'on l'offre, cette indépendance, et donc il fallait admettre. D'où la négation des harkis, et si le nationalisme algérien a été si exacerbé, si les Algériens considéraient les harkis comme des traîtres, c'est parce qu'il y avait un présupposé que l'Algérie existait avant la France. Et donc c'était non plus une guerre, je dirais, d'indépendance, c'était une guerre de libération nationale. Alors naturellement tout ça était un mythe. Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance et le retour des chefs historiques de la Révolution, la chasse aux harkis continue. Et comme toujours, lorsqu'une guerre civile s'achève, ceux qui ont à faire oublier leur attentisme sont les plus revanchards. Quant aux intellectuels qui avaient tant lutté contre la torture pendant la guerre d'Algérie, ils vont rester silencieux sur leur massacre. Celui-ci continuera pourtant au-delà de 1964, année où il restait encore environ 15 000 prisonniers dans les camps algériens, dont la plupart disparaîtront. Exilés de notre mémoire, comme de celle des Algériens, les harkis vont devenir de parfaits boucs émissaires, et, ultime victoire du FLN, les Français vont finir par admettre sa réécriture de l'histoire et s'approprier l'image du harki collabo. C'est fini, on a coupé le courant. On a coupé le courant, c'est fini. Ça, c'est fini. Moi, j'ai vu Alger, j'étais à Alger même. J'ai dit adieu, je te vois plus. Ça te plaît de vivre en France? Oui. Tu n'aurais pas préféré rester en Algérie, non? Non, là c'est mieux. C'est mieux en France? Oui. Dis-moi pourquoi. Parce que là c'est mieux. Parce que là-bas, les FLN. Il y a le FLN là-bas. Tu avais peur du FLN? Oui. Tu te plais ici? Oui. Tu préfères être ici ou être en Algérie? En Algérie. Oui. Tu étais à quel endroit en Algérie? Kerba. Pourquoi tu préférais l'Algérie? Mon pays, l'Algérie. Non, je dirais pas que je suis fils de traite. Je suis fière de ce que sont mes parents, je suis fière d'être algérienne, mais j'ai une carte d'identité française et quand je me présente à quelque part, je ne dis jamais que je suis harki. Nous, la génération qui a suivi après, se trouvait là, à cheval entre deux cultures et une perte d'identité, puis il faudrait vraiment savoir qui on est réellement.